Il existe des villages où la survie est un combat contre la nature. Construits sur des falaises abruptes, dans des vallées gelées, des déserts brûlants ou sur des étendues d'eau, ces communautés font face à des dangers. Pourtant, génération après génération, les habitants les considèrent comme leur foyer. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le village le plus étrange de la Terre, où chaque jour est une lutte pour survivre. Olia, perchée sur une falaise presque verticale, ressemble à une île suspendue dans les nuages, où la vie quotidienne est un pari permanent contre la gravité. Le village s'élève à environ 2625 pieds au-dessus du fond de la vallée. Chaque déplacement vers l'intérieur ou vers l'extérieur se transforme en épreuve de courage. Parce qu'il se trouve si haut et qu'il est souvent enveloppé de nuages, il donne l'impression d'une île solitaire flottant dans les airs, apparaissant puis disparaissant au rythme du brouillard qui parcourt le gorge en contrebas. Les Yi ont choisi cet endroit au XIXe siècle pour fuir les guerres et les animaux sauvages, transformant la vallée profonde en une barrière naturelle qu'aucune armée envahissante ne pouvait franchir aisément. Même sur les falaises escarpées, les familles cultivent du maïs et des poivrons verts, tirant leur nourriture d'un sol mince coincé entre les rochers, tandis que des habitations en terre, paille et bois les protègent du froid et du vent mordant des montagnes. Aujourd'hui, l'accès principal se fait par un système d'échelles en acier comptant 2556 marches et pesant environ 120 tonnes, remplaçant les anciennes échelles de vigne où les villageois devaient grimper à main nue le long de la paroi. Pourtant, ce trajet fige encore de nombreux visiteurs de peur avant d'atteindre le sommet. Rappelant que pour les habitants d'Aoulia, cette ascension n'est qu'une promenade vers l'école ou le trajet jusqu'au marché. L'aranada ressemble à une ville suspendue entre la glace et la fièvre d'or, où les habitants ont bâti un établissement près du ciel, où endurance et effondrement s'estompent, perché à environ 16 732 pieds au-dessus du niveau de la mer. Elle est reconnue comme le plus haut établissement permanent du monde, où l'air raréfié peut laisser les arrivants étourdis en quelques minutes. Le lieu existe à cause de l'or caché dans les montagnes. Ainsi, parmi les rochers et la neige, des toits métalliques donnent l'apparence d'une ville construite pour l'or. Mais la ruée vers l'or entraîne de graves conséquences. Le mercure utilisé pour séparer l'or a pollué l'air et l'eau, rendant le quotidien coûteux pour un métal dont la plupart des résidents ne profiteront jamais. À cette altitude, le climat reste si froid que les arbres ne poussent pas, et les habitations en bois et en tôle offrent protection contre le gel nocturne. Ainsi, le lieu ressemble moins à une ville ordinaire qu'à un avant-poste humain désespéré, où richesse, isolement et le froid des Andes se conjuguent en un lieu qui continue d'attirer les gens. Oymyakon, en Russie, ressemble à un gigantesque congélateur naturel, où le froid ne se contente pas d'incommoder la vie, il pousse la survie à ses limites les plus extrêmes. C'est le village habité en permanence le plus froid du monde, avec un record officiel d'environ -90 degrés Fahrenheit et des températures moyennes de janvier avoisinant -58 degrés Fahrenheit, assez froides pour transformer le souffle en cristaux visibles dans l'air. Ce froid impitoyable provient d'une vallée où l'air lourd et gelé reste piégé près du sol, comme une immense boîte à glace naturelle, incapable de s'échapper ou de se mélanger au courant plus chaud au-dessus. En hiver, la lumière du jour ne dure qu'environ 3 heures, tandis que les arbres, les rivières et chaque surface exposée se figent en une couche de givre, faisant paraître le paysage entier solidement congelé d'un horizon à l'autre. Malgré cela, les Sakas continuent d'aller à l'école, de faire leurs courses et d'élever leurs animaux. Les poissons du marché restent rigides comme des planches et les rivières gelées deviennent suffisamment solides pour que de lourds camions les traversent sans aucune menace apparente. Ainsi, ce lieu n'est pas seulement le pôle de froid du globe, il constitue la preuve que la vie humaine peut perdurer même là où la nature semble presque refuser de le permettre. Génération
après génération. Les villages sur pilotis des Bajau en Malaisie se trouvent dans les eaux turquoises d'Asie du Sud-Est. Les Bajau Laut vivent comme nés des vagues, pouvant retenir leur souffle pendant 13 minutes et plonger jusqu'à 230 pieds grâce à de simples lunettes en bois sculptées à la main. Leurs villages n'ont ni route ni voiture, seulement des maisons en bois sur pilotis qui s'élèvent au-dessus de la mer, où les récifs coralliens et les bancs de poissons sont visibles à travers les interstices du plancher. Chaque trajet, chaque visite au marché, chaque chasse dépend de bateaux en bois. Et même les enfants de 4 à 5 ans pagaient déjà vers la mer, presque instinctivement, bien avant d'apprendre à lire ou à écrire. Beaucoup n'ont ni certificat de naissance ni passeport et ignorent leur âge exact, le temps étant mesuré par les marées plutôt que par les calendriers. Au crépuscule, tout le village sombre dans l'obscurité, dépourvu de réseau électrique, ne laissant que la lumière des étoiles, des lampes à huile et le silence quasi total d'un monde sans télévision ni Wi-Fi. Les femmes couvrent leur visage toute la journée d'une pâte jaune faite maison à base de riz et de feuilles pour se protéger du soleil, leur donnant une apparence profondément mystérieuse, devenue l'une des images les plus reconnaissables du mode de vie Bajau. Les villages de maisons dans les arbres des Korowai, en Indonésie. Ici, les habitants construisent leurs habitations hautes dans les arbres pour échapper aux dangers qui les guettent au sol. Des rivières qui débordent, aux insectes mordants, en passant par les clans rivaux. Érigées à environ 115 pieds de hauteur dans les cimes, ces habitations en bois semblent incroyablement fragiles, se balançant doucement chaque fois que le vent souffle à travers la canopée. Pourtant, elles subsistent dans une forêt tropicale sombre, humide et impitoyable, qui offre peu de pitié à ceux qui ne sont pas préparés. Pour rejoindre leur demeure, les habitants doivent escalader de hauts troncs d'arbres taillés avec seulement de rugueux appuis, transformant chaque retour en une véritable lutte contre la gravité qui ne devient jamais totalement routinière. Au sommet de la canopée, le silence est presque complet, tandis qu'en dessous résonnent les cris des animaux, le bourdonnement des insectes et une obscurité lourde qui pèse de toutes parts. Ce qui rend cet endroit vraiment remarquable, c'est que les Korowai peuvent ériger des habitations en forme de tour uniquement avec la force humaine, du bois de la forêt et du rotin, sans clous, sans cordes et sans aucune méthode de construction moderne. C'est pourquoi cette tribu transmet un message puissant. Les êtres humains peuvent toujours trouver un moyen de s'élever davantage à la recherche de sécurité et de paix, même en ne disposant que de la forêt elle-même. Santa Cruz del Islote, en Colombie, ressemble d'en haut à un cube Rubik coloré flottant sur la mer des Caraïbes. Ses toits serrés les uns contre les autres, sans presque aucun espace. Plus de 1200 habitants vivent sur à peine 3 acres, ce qui en fait l'une des îles les plus densément peuplées du monde. Cette densité oblige chaque maison à toit métallique à s'emboîter, et les résidents ne circulent que dans de minces ruelles qui donnent l'impression d'un labyrinthe né de nécessité. Curieusement, leurs ancêtres ont choisi ce morceau de corail comme foyer il y a plus de 150 ans, simplement parce qu'aucun moustique ne s'y trouvait. Une petite grâce qui a façonné la communauté. En contrepartie, l'île souffre de pénurie d'eau et d'électricité. Les habitants récupèrent l'eau de pluie sur leurs toits et attendent les bateaux pour l'eau douce lorsque la saison sèche s'allonge. Bien que l'espace partagé ne mesure qu'environ la moitié d'un court de tennis et que les enfants apprennent à nager avant même de marcher, l'île est réputée pour sa communauté soudée et son taux de criminalité nul. Une sécurité rare, née de la proximité. Peut-être cela pousse les résidents à accepter de vivre dans un espace si exigu qu'il paraît difficile de respirer, simplement pour garder un sentiment de paix et de liberté au cœur de l'océan. Campement Touareg, désert du Sahara. Ce sont les cavaliers bleus du Sahara, érigeant des habitations mobiles au milieu des dunes de sable brûlant qui se déplacent à chaque souffle de vent.
Sous une chaleur qui peut atteindre 120 degrés Fahrenheit, le silence de la mer de sable contraste avec le pas régulier des caravanes de chameaux qui traversent l'horizon en longues files patientes. Les hommes, enveloppés de voiles protecteurs contre le soleil et le sable, parcourent plus de 100 miles simplement pour dénicher de l'eau précieuse pour leur tribu, dans un territoire qui ne montre presque aucun signe de vie pendant des jours. La simplicité de leur tente en peau de chèvre apparaît encore plus frappante sous un ciel nocturne parsemé de millions d'étoiles, non voilé par la lumière d'aucune ville à des centaines de miles à la ronde. Ce qui est le plus remarquable, c'est leur capacité à lire le vent, les empreintes et le déplacement du sable pour s'orienter dans un désert dépourvu de chemin fixe ni de repères permanents. Leur mode de vie nous rappelle que l'homme peut encore dominer des conditions extrêmes lorsqu'il apprend à écouter la nature et à se mouvoir au rythme du désert plutôt qu'à lutter contre lui. Tanah Toraja, en Indonésie. Dans Tanah Toraja, la mort n'arrive pas comme un adieu soudain, car le défunt peut rester dans la maison familiale pendant des mois, voire jusqu'à 10 ans, traité comme une personne encore malade, à qui l'on parle, nourrit et soigne quotidiennement. Ce n'est que lorsque la famille peut se permettre des funérailles majeures qu'il est réellement envoyé. Et une cérémonie ici peut durer plusieurs jours et coûter de $50 000 à $500 000, exigeant souvent des années d'épargne par toute la famille élargie. Autour de ces rites s'étend une terre brumeuse de rizières verdoyantes, de forêts épaisses de bambous et de maisons tongkonan dont les toits s'élèvent comme de gigantesques bateaux au-dessus de la vallée, visibles à plusieurs kilomètres. Plus étrange encore, chaque maison traditionnelle doit faire face au nord à l'avant et au sud à l'arrière, comme si l'architecture elle-même suivait la croyance locale sur la vie et la mort gravée dans les collines de calcaire gris qui l'entourent. Des falaises de pierre retiennent des cercueils en bois suspendus à une hauteur de 33 à 164 pieds, et des figures sculptées au visage des défunts regardent la vallée, créant une scène à la fois magnifique et troublante pour les étrangers. Tous les 3 ans, de nombreuses familles ouvrent les tombes et habillent à nouveau leurs ancêtres, montrant que dans Tanah Toraja, la mémoire familiale est si forte que la mort n'est pas la fin ultime, mais simplement une autre étape d'appartenance. Les camps des Hadza, près du lac Eyasi, en Tanzanie, ressemblent à un vestige vivant de la préhistoire, car leurs membres chassent et cueillent chaque jour comme leurs lointains ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années. Le territoire est principalement recouvert de broussailles d'acacias épineuses et de roches arides, tandis que d'immenses baobabs millénaires aux troncs rugueux surgissent comme des créatures d'un autre monde. Les grottes et les formations rocheuses géantes disséminées dans la région confèrent au paysage une atmosphère dramatique et ont servi de refuge aux Hadza pendant de nombreux siècles, offrant ombre et protection contre les prédateurs. Au cours de la saison des pluies, ces personnes résilientes se réfugient dans les cavités anciennes des baobabs ou érigent des huttes de paille simples en quelques heures pour repartir dès que la pluie cesse. Leur langue, ponctuée de clics uniques, constitue un son ancestral totalement différent des autres langues de la Terre et serait l'une des plus anciennes langues survivantes. Ainsi, ce lieu apparaît comme un musée vivant de la première vie humaine, où le temps semble s'être arrêté il y a des dizaines de milliers d'années et refuserait de progresser. Dans la région d'Azaro, près de la rivière Azaro, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les hommes debout surgissent au cœur des hautes terres d'Azaro, revêtus de masques de terre géants, aux doigts longs de bambou, tels des esprits gris qui s'élèvent du rivage au crépuscule. Selon la légende locale, lorsque les Hazaros furent poursuivis par des guerriers ennemis, ils se réfugièrent dans la rivière, couverts de boue grise, et firent croire à leurs assaillants qu'ils étaient des esprits maléfiques, ce qui les fit fuir terrorisés. Dès lors, ils commencèrent à fabriquer d'immenses masques de terre, pesant environ 11 à 22 livres, afin de transmettre cette étrange histoire aux générations futures. Pour accentuer leur aspect terrifiant, les guerriers ajoutèrent de longues pointes de bambou aiguisées à leurs doigts,
produisant un cliquetis semblable à des os qui se heurtent dans la brume. Cette boue grise sert en réalité de revêtement corporel protecteur, préservant la peau des rayons intenses du soleil et des insectes tropicaux qui envahissent les rives. Pour se réchauffer dans la brume épaisse des montagnes, ils construisent des habitations rondes traditionnelles aux parois basses de bambous tissés et aux toits coniques très épais en herbe qui évacuent rapidement la pluie tout en conservant la chaleur pendant les froides nuits des hauts plateaux. Les camps de rennes des Tsatanes, en Mongolie, figurent parmi les rares lieux où les hommes montent encore les rennes à travers la taïga blanche, vivant presque au même rythme que les animaux. Dans les hauts plateaux du nord mongol, à environ 8000 pieds d'altitude, le silence profond de l'hiver long contraste fortement avec la petite chaleur qui s'élève des tentes simples en bois et peau d'animal, appelées orts. Quand le froid chute à environ -50 degrés Fahrenheit, ils conduisent des rennes pesant près de 300 livres à travers des ruisseaux gelés et d'épaisses neiges, à la recherche de la maigre nourriture qui subsiste durant les mois les plus durs. Leurs mains rugueuses, endurcies par le givre et le vent mordant, soulignent la douceur épaisse du pelage du renne, qui protège les bêtes d'une vie exposée à des intempéries sévères sans autre isolation. Le plus remarquable est le lien presque sacré qui unit les hommes et les rennes, les deux survivant ensemble dans une terre que très peu de créatures vivantes pourraient supporter longtemps. Ainsi, le mode de vie des Tsatanes montre que lorsque l'homme devient véritablement partie intégrante de la nature, la vie trouve encore une voie, même dans les lieux les plus inhospitaliers. Village d'Ogon, Mali. Accroché aux falaises abruptes comme des nids d'aigles faits de terre et de pierre, ce village montre comment les habitants transforment un terrain dangereux en un bastion pour protéger une culture ancienne des menaces extérieures. Le long de falaises s'élevant à environ 1500 pieds, des maisons de boue grise, de petits greniers et des sentiers étroits créent un paysage qui paraît sec, isolé et complètement séparé de la vaste plaine en contrebas. Chaque jour, les habitants gravissent encore des marches de pierre raides, emportant de la nourriture et de l'eau pesant jusqu'à environ 50 livres, faisant de la vie quotidienne un véritable test d'endurance qui ne s'atténue jamais vraiment. Dans ce cadre rude, d'anciens espaces souterrains et des masques en bois finement sculptés dévoilent un monde spirituel profond, où le savoir du ciel et des ancêtres se transmet de génération en génération par le rituel et la mémoire. Le silence du flanc de la falaise contraste fortement avec le rythme quotidien à l'intérieur des maisons et des greniers, rendant l'ensemble du peuplement à la fois forteresse solitaire et musée vivant de l'Afrique ancienne. Ainsi, ce lieu montre qu'avec la foi, les hommes peuvent faire plus que survivre sur des murs rocheux dangereux. Ils peuvent les transformer en un foyer paisible pour la mémoire et l'identité qui perdure. Kandovan, en Iran, ressemble à une ruche de pierre nichée dans les montagnes de Sahand, où les habitants vivent encore quotidiennement au sein de formations rocheuses qui paraissent presque extraterrestres à distance. Ce qui rend ce lieu vraiment singulier, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un village de roches pour les touristes, mais de l'un des rares endroits au monde où des populations habitent en permanence dans des maisons taillées directement dans la pierre, de génération en génération. Ces cônes, certains s'élevant à 131 pieds, proviennent d'une ancienne accumulation de cendres et de lave volcanique, sculptées par le vent et la pluie pendant des millions d'années, créant des tours de pierre uniques sur Terre. Le contraste entre la roche volcanique grise et la vallée fluviale verdoyante en contrebas oppose dureté et vie. À l'intérieur, les parois, d'une épaisseur de 7 à 10 pieds, offrent une isolation naturelle efficace, maintenant les habitations fraîches en été et chaudes en hiver, sans aucun système de chauffage ou de climatisation moderne. Le village s'étend le long d'une pente abrupte. Les maisons s'empilent selon le terrain et sont reliées par de étroites marches en pierre,
donnant l'impression d'un labyrinthe vertical, façonné à la fois par la nature et par les mains humaines. Manzleh ressemble à un village issu d'un conte persan ancien, où les rues ne s'étendent pas sous les maisons, mais parcourent les toits même, effaçant complètement la frontière entre chemin et toiture. La pente abrupte du versant fait que la cour d'une maison devient le toit de celle qui se trouve en dessous, transformant l'ensemble du peuplement en une série de marches superposées qui grimpent la colline. Fondée au Xe siècle, la communauté conserve encore aujourd'hui un mode de vie traditionnel et une architecture qui témoigne de l'adaptation des habitants à un paysage montagneux hostile sans jamais l'abandonner. Les habitations, construites en terre, en pierre et en bois, sont revêtues d'un enduit d'argile jaune qui les rend plus visibles dans le brouillard épais et donne au village l'aspect d'une cascade dorée dévalant le versant. Cette configuration inhabituelle rend impossible l'accès des véhicules motorisés. La vie quotidienne se déroule le long de marches de pierre, d'allées étroites et de terrasses ouvertes, dans un calme montagnard rare. Lorsque le brouillard épais enveloppe les balcons en bois ornés de fleurs et les murs jaunes vieillissants, le lieu apparaît non seulement magique, mais profondément lié aux montagnes d'Alborz, comme s'il avait poussé là plutôt que d'avoir été construit. Makoko, au Nigeria. Dans la métropole moderne de Lagos, Makoko ressemble à un immense bidonville où des centaines de milliers de personnes vivent sur des eaux sombres, sans aucune protection officielle ni infrastructure fiable. Il n'y a pas de véritable route, seulement des milliers de maisons en bois sur pilotis, serrées les unes contre les autres et reliées par des étroits canaux enchevêtrés qui serpentent entre elles. À cause de l'accumulation de déchets et d'eaux usées depuis de nombreuses années, l'eau de Makoko est souvent épaisse et noire, créant une scène à la fois étrange et lourde dans cet espace exigu et surpeuplé. Les pirogues en bois constituent le seul moyen de se déplacer, de commercer et de faire fonctionner la vie quotidienne au cœur de ce monde instable, transportant tout, de la nourriture aux écoliers, en passant par les matériaux de construction. L'école flottante triangulaire, devenue un symbole rare d'espoir et de capacité à vivre avec la montée des eaux, a finalement cédé sous le poids de ses propres ambitions. C'est pourquoi Makoko n'est pas seulement un bidonville, mais aussi l'une des images les plus claires de personnes qui s'accrochent encore à la vie, oubliées depuis longtemps par la ville qui les entoure. Oujgouli, en Géorgie, ressemble à une forteresse gelée hors du temps, où des tours de pierre se dressent depuis plus d'1 millier d'années, sans jamais perdre leur place dans le paysage. À environ 6900 pieds d'altitude, c'est l'un des sites habités en permanence les plus élevés d'Europe, où l'air rare et les hivers longs repoussent les limites humaines chaque année. Derrière le village s'élève un mur de glace issu d'un pic culminant à 17 000 pieds, donnant à la région une protection naturelle, presque isolée du reste du monde. Pendant près de la moitié de l'année, fortes chutes de neige et avalanches peuvent la couper du dehors, la faisant disparaître des cartes jusqu'au printemps. Les tours, construites entre le 8e et le 12e siècle, n'ont aucune entrée au sol et ne sont accessibles que par le haut, chaque structure devenant un bastion défensif destiné au siège. En été, champs verts et fleurs sauvages adoucissent la rudesse du lieu, tandis que les tours s'élèvent comme d'immenses chandelles de pierre dans un décor à la fois ancien et puissant. Taos Pueblo, aux États-Unis, ressemble à un gratte-ciel de terre ancienne dans le désert, où les habitants vivent en continu depuis plus de 1000 ans, tout en conservant un mode de vie ancré dans le passé lointain. Ces éléments les plus frappants sont 2 immenses blocs d'habitation en adobe s'élevant jusqu'à 5 étages, construits entièrement de terre et de paille et baignant d'un rouge profond sous l'intense soleil du Nouveau-Mexique. Situé à environ 7200 pieds au-dessus du niveau de la mer, le climat sec permet aux murs épais d'adobe, d'une largeur d'environ 2 à 3 pieds, de garder l'intérieur frais en été et plus chaud en hiver sans isolation supplémentaire. Ces murs d'adobe, parfois jusqu'à 3 pieds d'épaisseur, reposent solidement sans fondation profonde
et régule naturellement la température dans l'environnement désertique rigoureux d'une année sur l'autre. Ainsi, ce lieu n'est pas simplement un site ancien, mais un musée vivant, où terre, eau, architecture et identité autochtone restent indissociables. Tristan da Cunha, dans l'océan Atlantique Sud, est le lieu habité le plus isolé de la planète. Une île presque entièrement coupée du reste du monde par l'immense océan qui l'entoure. Sans aéroport ni port profond pour les grands navires, y accéder nécessite encore un voyage maritime d'environ 6 jours depuis l'Afrique du Sud, suivi d'un transfert en petites embarcations à travers des houles agitées. Une petite communauté vit sur cette île volcanique, issue de quelques familles fondatrices qui survivent grâce à l'agriculture et à la pêche, comme leurs ancêtres il y a plusieurs générations. Le paysage est étrangement magnifique, avec des pâturages verdoyants où paissent des moutons sur un rocher volcanique noir et froid, créant une scène douce et solitaire. Le pic Queen Mary s'élève à environ 6765 pieds et domine la majeure partie de l'île. Son sommet est souvent couvert de neige en hiver, donnant à l'ensemble l'aspect d'une forteresse naturelle surgissant de l'Atlantique. En 1961, une éruption volcanique a contraint toute la population à évacuer, mais la plupart sont revenus, faisant de cette île un symbole de survie plus puissant que la distance elle-même. Migingo, île frontalière du Kenya et de l'Ouganda, ressemble, vue du ciel, à une carapace de tortue rouillée flottant sur le lac Victoria. On l'appelle souvent le bidonville le plus surpeuplé de la planète, et pour une bonne raison. Sa surface rocheuse ne fait qu'une vingtaine de 2000 pieds carrés, mais elle abrite entre 500 et 1000 habitants, dans un espace où il devient presque impossible de respirer, sans parler de vivre confortablement. Les résidents tolèrent cette existence oppressante à cause du grand poisson perroquet du Nil, pouvant peser jusqu'à 440 livres, considéré comme de l'or blanc dans ses eaux, attirant des pêcheurs des 2 pays qui se disputent chaque place. Migingo n'est pas seulement un endroit où les gens se pressent pour survivre, c'est aussi une illustration extrême du rêve humain de transformer sa vie, même sur un minuscule rocher au cœur d'un vaste monde, offrant si peu de secondes chances.